Bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, le président Patrice Talon poursuit sa tournée, 12e jour bien sûr de sa tournée ce vendredi. Le président de la République est en tournée de reddition de comptes, bien sûr un dialogue franc avec les populations où la base, beaucoup de promesses ont été faites, des déclarations fortes comme à Tiao. Et à parcours, le président de la République a montré toute sa volonté pour la réconciliation avec l'ancien président Boni Yayi. Patrice Talon poursuit sa tournée. Il s'est expliqué d'ailleurs sur l'expression qui, au cours du mandat, a été fortement utilisée et qui a créé beaucoup de polémiques serrées, les ceintures. Nous allons en parler sur cette émission de Forum de la rédaction. Rencontre à Ivor Rounete, le leader du Rassemblement, et puis le président des démocrates, les deux se sont rencontrés. Alors, quel signal pour l'opposition, quel espoir pour l'opposition? Est-ce que ça représente l'ébauche d'une certaine union retrouvée au sein, ou cohésion retrouvée au sein de l'opposition béninoise? L'analyse sera également faite. Et puis Burkina Faso, le chaos de Christian Mac-Kaboré. L'opposition a-t-elle contribué à la réélection de Kaboré? Nous allons en parler. Il a été réélu avec 57,87% des suffrages exprimés. Le décryptage de l'actualité politique nationale et internationale avec mes confrères de la rédaction du groupe international TV représenté par Diaspora FM et d'An Télévision. Aristide Setim, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la position de l'autre téléspectateur. Laurent Roland Kodjo-Tonekes, bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes déjà aussi un habitué à ce plateau de Forum de la rédaction en face de vous. Laurent Tonekes, bonjour, cher confrère. Bonjour, Aristide Setim, bonjour, et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la télévision et bien évidemment sur la radio. Alors, on va commencer avec donc, la tournée du chef de l'État. On va faire l'analyse des grandes étapes. Patrice Talon a entamé une tournée depuis le jeudi 12 novembre, qu'il a mené, donc à sillonner déjà plusieurs communes du Bénin. Je vais commencer avec vous, Aristide Setim. D'abord, le premier constat fait par les populations d'ailleurs, c'est qu'en 5 ans ou en 4 ans, Patrice Talon est sorti rarement, aller au contact des populations. Alors, cette sortie est-elle la bienvenue? Bien sûr. Cette tournée, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut dire que cette tournée est la bienvenue. D'abord, c'est une prérogative du chef de l'État d'aller sur le terrain, d'être en contact avec la population. C'est une obligation pour le chef de l'État d'aller rendre compte de ses actions sur le terrain. Connaissant le chef de l'État, l'actuel locataire de la Marina, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop sortir. Vous allez voir les sorties médiatiques, les sorties sur le terrain, c'est rare. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop se faire voir, mais il est de bon ton arrivé à un moment donné qu'il aille sur le terrain pour voir ce qu'il est en train de réaliser comme projet. Est-ce que sa personnalité et puis les actions de lui. Oui, tout à fait. Il faut qu'il aille voir lui-même, constater est-ce que effectivement les travaux ont été faits, parce que ce sont des comptes rendus. Il a eu des comptes rendus, il a eu peut-être des images, mais il faut que lui-même il aille toucher du doigt ce qui a été fait. Il a également échangé avec les populations, expliqué un certain nombre de choses, un certain nombre de sujets qui agitent la République aujourd'hui. Donc il est de bon ton, pour revenir à votre question, c'est normal que le chef de l'État fasse cette sortie-là pour pouvoir avoir une idée claire et précise des réalisations dans le pays. Est-ce que ce n'est pas pour réparer sa popularité, puisque lui m'a reconnu à un moment donné être impopulaire? Ben, quand on suit l'homme, quand on suit l'homme, surtout avec nous en tant que professionnels des médias, quand on suit un peu l'homme, les sorties, les déclarations de l'homme, c'est quelqu'un qui ne tient pas trop à la popularité. C'est pourquoi il est venu avec une certaine rigueur et il ne regarde pas la tête de telle personne avant d'agir. Vous avez constaté avec nous et le peuple béninois le sait, c'est un homme qui lutte aujourd'hui contre la corruption. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il est très difficile à un citoyen, quel que soit son rang, de prendre l'argent de l'État ou bien de prendre... Il y a une gestion rationnelle de la chose publique aujourd'hui. Et là, on peut dire, celui qui le fait, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Celui qui le fait, qui ne regarde pas la tête de quelqu'un, peut-être, il sera mal vu. Et c'est ça aujourd'hui, le test de popularité. Non, moi je ne pense pas à ça.
Et à travers ces différentes déclarations, en quittant Savè, passant par Tchaourou, allant dans le nord, revenir dans les départements du Monokoufou, on voit que l'homme est resté sur ses réalisations, sur certains sujets. Peut-être qu'on va revenir. Il a expliqué également il a levé un coin de voile sur certains concepts ou une clarification conceptuelle de certaines choses. Et là, on sent que le président de la République est dans une posture de reddition de comptes. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, reddition de comptes, Laurent Tony Ikes, mais pour l'opposition, c'est une pré-campagne déguisée. Et sur le terrain aussi, il y a des signaux qui nous font penser à cela. Hein. Je reviens à vous sur cette question tout à l'heure, Sissetine. Quand on voit par exemple des effigies, des affiches talent 10 ans, telle commune renouvelle la flamme, telle commune souhaite que le chef de l'État... Est-ce que ce type de communication, d'action n'ont pas quelque peu gâché la tournée du chef de l'État? Merci, Colonel Issé. D'abord, je voudrais revenir sur les déclarations de mon vis-à-vis, Aristide Setin, qui parle d'obligations et de prérogatives du chef de l'État. Alors, si tant est que cette tournée du chef de l'État est une obligation, je crois qu'une seule fois en 4 ans, c'est peu. C'est peu. Osons dire les choses telles qu'elles se présentent. Le chef de l'État, comme il le dit, je le prends au mot, c'est une obligation pour lui, c'est une prérogative du chef de l'État de faire des descentes. Il ne l'a pas fait en 4 ans, et c'est en 4 ans qu'il fait une sortie nationale pour aller dans les communes, alors qu'il pouvait le faire plus tôt. On aurait pu assister, si on a 12 départements, si le chef de l'État décidait de parcourir chaque département une fois par mois, ça fait qu'en 12 mois, en une année, il peut parcourir tout le Bénin, ce qu'il n'a pas fait. Ceci étant, on ne va pas s'attarder sur ça parce que mieux vaut tard que jamais. Il n'a pas fait, les populations l'ont réclamé à un moment donné, et maintenant, il le fait. Et j'estime aussi, je partage cet avis qui pense... Ce n'est pas une obligation. C'est pour... Non, je reviens sur ce qu'il dit, c'est une obligation. Et si tant est que c'est une obligation, il aurait pu le faire plus tôt, et déjà à plusieurs reprises. Alors, maintenant, je reviens aussi sur certains propos relayés par certains citoyens qui disent que le chef de l'État répond de la plus belle des manières à Joël Aïvo. Parce que le professeur Joël Aïvo qui a dit qu'on ne voit pas le chef de l'État dans les communes, les gens ne le connaissent pas, on ne le voit pas dans les marchés. Et ce qui a précédé cette tournée nationale, c'est qu'on a vu notre chef de l'État, notre président de la République, au marché. On l'a vu saluer les femmes du marché, aller faire le constat des travaux qui sont en cours. Et donc, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il répond à quelqu'un qui disait il y a quelques mois en arrière qu'on ne le voit pas. Maintenant, les messages du chef de l'État, les descentes du chef de l'État, le message véhiculé, vous parlez de reddition de comptes, vous parlez des affiches qu'on voit un peu ça et là, on a vu quelque part que tel département a déjà avisé. Le chef de l'État qui disait qu'il va aviser à la fin de son mandat, qu'il va aviser. Mais les départements, en fait, ces maires, ces communes, les gens ont déjà visé à sa place. Et vous avez dit, est-ce que c'est un peu une campagne déguisée? Les opposants disent que c'est une campagne déguisée. Oui, ils peuvent le dire, ils sont dans le droit de le dire. Eux-mêmes, que font-ils alors pour aller en pré-campagne? C'est là le problème, parce que le chef de l'État, qui a les leviers du pays en main, peut faire ce qu'il veut à un moment donné. Même ce qu'il fait... Conformément au test de la République. Non, toute descente du chef de l'État qui a les leviers en main, quand il descend sur un terrain, on peut l'interpréter comme une pré-campagne, alors qu'en réalité, il pose un acte qui relève de ses prérogatives. Mais est-ce que le moment s'y porte vraiment pour l'exercice de réduction de comptes? Ah non. Le moment dessus quelle base peut-on dire que le moment ne s'y prête pas? Il est la fin d'un mandat. Et on est la veille d'une élection présidentielle. Le chef de l'État se doit de faire le bilan. Attendez, voilà, difficile de démarquer pré-campagne et action qui relèvent des prérogatives du chef de l'État. Et c'est là que l'opposition, au lieu de rester là à critiquer pour dire le chef de l'État en pré-campagne, c'est là que même doivent chercher les stratégies. J'étais opposant. Une fois que Talon sort d'une commune, je vais aussi dans la commune pour faire passer mon message. Même si je ne peux pas faire la mobilisation qu'il fait, c'est que je peux déjà au moins aller rencontrer certains leaders de mon parti. Je prends l'occurrence des démocrates ou bien le leader du Rassemblement qui avait fait par le passé le tour de ces communes. Donc, au lieu de s'attarder sur les débats, sur les bavardages, que faites-vous, vous aussi, pour le marquer à la culotte? Parce que quand il passe sur un terrain et qu'on ne sent pas votre présence, c'est qu'il gagne des points chaque fois qu'il le fait. Vous gagnez en critique et vous perdez en proposition. Donc, j'estime qu'au-delà de tout, même si je ne partage pas le fait que le président de la République fasse une sortie une fois en 4 ans, pratiquement en 5 ans,
j'estime que mieux vaut tard que jamais. Et maintenant, puisqu'il le fait et qu'il va voir les populations, vous parlez de reddition des comptes. Le chef de l'État, peut-être sur le terrain, ne parle plus de reddition des comptes, il fait plutôt des promesses aujourd'hui. Suivez bien ce discours, il fait... Donc vous comprenez un peu que les opposants doivent pouvoir... Mais Aristide, c'est oui, avant de continuer, je ne suis pas d'accord avec Laurent Tonin-Nkes qui parle de temps. Vous savez, un chef de l'État n'est pas un menuisier, c'est pas un mécanicien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Un chef de l'État doit avoir un calendrier. Et ça se passe dans tous les pays. Un chef de l'État ne peut pas se lever chaque mois, faire une tournée. C'est inadmissible. Alors qu'il y a plusieurs dossiers brûlants de la République qui se retrouvent sur sa table. Moi, je pense que un chef de l'État a un calendrier. Et Patrice Talon, tel qu'on le voit, a un calendrier élaboré. Et vous allez voir, il a pris plusieurs villes. Il veut parcourir plusieurs villes en quelques semaines. C'est déjà une action qu'on peut saluer en tant que Béninois, en tant que citoyen, n'importe qui dans la République. Mais quand on parle de pré-campagne, moi je n'ai pas encore vu des affiches où on a écrit « Votons, votez Patrice Talon ». Le chef de l'État n'a pas encore... Quand on voit par exemple Patrice Talon 10 ans, s'il vous plaît, ça renvoie à quoi? S'il vous plaît, chaque commune est libre d'accueillir son président tel qu'elle veut. Parlons du mandat en cours. Si c'est reddition de compte, on veut faire. Je dis bien. Pourquoi ces affiches-là? Je dis bien. Et la présidence, mais si la commune, alors qu'on a vu les moments de suscitation, la présidence, à un moment donné, a interdit ces moments, a dû mettre un thème pour dire oui, on en finit avec les suscitations. Moi, je vous dis, si une commune... Qu'est-ce qu'on dit de ces affiches, de ces cris que vous entendez Talon 10 ans, tout comme si on était déjà en pleine campagne électorale? Non, mais je dis, s'il y a une commune qui bénéficie des œuvres du président Patrice Talon, il y a plusieurs manières pour exprimer sa joie. Pourquoi vous voulez qu'on empêche, par exemple, ou les autorités, même le chef de l'État ou la présidence, empêche, mais dans ce pays, on n'a pas vu des actions. Mais dans ce pays, on n'a pas vu des messes d'action de grâce. Ceux qui critiquent, aujourd'hui, par exemple, on fait des messes d'action de grâce, même jusqu'à la dernière minute du départ de l'ancien chef de l'État. On en a passé. Non, parlons du président. Justement, aujourd'hui, il n'y a pas de messe d'action de grâce. Le fait d'écrire, par exemple, Talon 10 ans et autres, c'est une manière de demander, par exemple, au chef de l'État. Mais l'idée... Est-ce que c'est ça l'exercice? L'exercice, c'est plutôt mettre dans la balance les préoccupations, c'est pourquoi je dis... les problèmes dans les communes. C'est pourquoi je dis... Et non chanter Talon 10 ans, par exemple. C'est pourquoi je dis... Le chef de l'État, dans ses propos, n'est jamais revenu sur une affaire politique ou une affaire d'élection. Je pense que c'est à Bopa ou à Clécamé où ils ont mis « Nous buvons toujours de l'eau des marigots ». Le chef de l'État est revenu sur ça. Ça, c'est un message, d'accord? Mais il y a encore d'autres messages dans la salle. Le chef de l'État n'a pas parlé de ça. Donc, ce n'est pas ça qui l'intéresse en réalité. C'est pour dire... à ceux qui pensent, je ne suis pas là pour défendre un camp, non, je suis là en tant que professionnel des médias, moi je dis ce que j'exprime parce que là je vais donner mon opinion et je dis, la sortie du chef de l'État, la tournée est statutaire. Le chef de l'État, on lui a donné un mandat et le chef de l'État doit rendre compte. Maintenant je reviens à là où Laurent Tonin-Nkes parlait de promesses. Voilà, les promesses, il y en a beaucoup. Hein. Mais un chef de l'État est libre de faire des promesses. Il n'a pas fini son mandat, non? Ça lui reste encore une année. En fin de mandat. Oui, il n'a pas fini ça. Quand Patrice Talon a parcouru, par exemple, fait des promesses et pense qu'il faut attendre d'ici 1 an, 2 ans. Quand il parle de 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 mois, qu'on peut comprendre. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire indirectement? L'État est une continuité. L'État est une continuité. Il y a des œuvres. C'est pourquoi il fait des s'il vous plaît, au nom de ceux qui vont venir, même si c'est une continuité, et si en 2021, il n'est pas réélu? Il y a des promesses que l'ex-président de la République a avancé. Je vais dire ça. Pourquoi engager le régime qui va mais le régime qui est venu a continué. Prenons par exemple l'aéroport de Glodibé. Est-ce que ça a commencé sous le régime de Patrice Talon? Non! Mais c'était une promesse aux populations de Glodibé. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon est venu réformer ce projet-là. Ce n'est pas parce qu'il a promis qu'il se dit déjà candidat. Mais celui qui est à la tête d'un pays, je ne parle même pas du Bénin, un président de la République qui est à la tête d'un pays a un projet. Ce n'est pas un projet pour 5 ans. Un président de la République qui a un projet, ne serait-ce que
pour le temps qu'il doit rester à la tête du pays n'est pas un bon président de la République. C'est ce qu'il faut savoir. Et je voudrais qu'on... Un projet, c'est différent de promesses. Oui, non, non, écoutez, les promesses sont élaborées dans les projets. C'est ce qu'il ne faut pas. Quand je dis, je vous promets, par exemple, que vous serez, par exemple, directeur d'un organe de presse, d'accord? Et que je mets ça dans mon projet. Mais où est le péché? C'est pour dire aux citoyens, aux Béninois, à mon vis-à-vis, mon confrère, mon collègue qui est là, que la promesse ne veut pas dire tout de suite qu'il est en campagne. D'accord. Non. Alors, Laurent Tony, sur les promesses. Non, mais écoutez, j'ai comme l'impression que mon Aristide penche beaucoup plus à défendre plutôt que à faire une analyse. Parce que, je dis, le chef de l'État, avant sa sortie sur le terrain, on nous a dit c'est pour une réduction des comptes. C'est ce qui a été ventilé. Ce que nous avons relayé d'ailleurs. Et sur le terrain qu'on constate, qu'est-ce qu'on constate? C'est les maires qui, en prenant la parole, font le point des actions qu'ils ont eues dans leur commune. Et le chef de l'État, quand il prend la parole, au vu des problèmes qui ont été tout le temps ressassés et dont il a connaissance ou dont ses équipes ont connaissance, passe un message pour faire des promesses. Je ne dis pas que la promesse faite est mauvaise en soi, mais ce que je dis, les opposants l'ont même attaqué là-dessus, justement pour dire, mais Monsieur le Président, parlez de vos réalisations. Les maires ont énuméré... La suite à donner à ces réalisations, donc les promesses, je suis d'accord que les promesses, il peut les faire, et même s'il n'est pas là, l'État étant une continuité, celui qui sera là le fera. Mais dans une certaine mesure, j'estime que le chef de l'État, suffisamment, quand vous dites qu'il n'a jamais dit, on ne l'a pas senti dire, parler des élections. Mais apparemment, c'est comme si vous ne suivez pas l'actualité. Allez revisiter toutes les déclarations de Patrice Talon dans certaines communes. Attendez, dans certaines... Je vous ai laissé parler. Vous aurez le temps de... J'ai bien dit que le chef de l'État n'a pas dit qu'il sera candidat ou n'a pas... Il n'a pas abordé l'élection. Il n'a pas dit, il n'a pas abordé cela. Mais allez suivre cette déclaration. Vous allez comprendre. Quelque part, le chef de l'État a parlé des 4 prochains mois, des 5 prochaines années et les 4 prochains mois qui vont finir le mandat. Il a abordé ça quelque part. Mais n'oubliez pas qu'il parle de prédécesseur, de successeur ou non. Ce que vous dites, nous sommes sur un terrain politique. Le chef de l'État, quand il parle, on doit le prendre sous l'angle politique. Et pourquoi nécessairement? Ah, mais justement, c'est un acteur politique. Mais c'est un acteur politique. Un acteur politique qui fait une déclaration, on doit le traiter, on doit traiter cette déclaration sous l'angle politique. Analyser sous tous les angles. Analyser sous tous les angles. Voilà, si vous dites tous les angles, je serai d'accord. Tous les angles, mais en l'occurrence, l'angle politique. Parce qu'il est un acteur politique. Les promesses sont alors tout ce qu'il dit doit être décrypté de façon politique pour en même temps savoir où est-ce qu'il peut aller en disant ça. Où est-ce qu'il ne faut pas aller avec lui quand il dit ça? Très bien. Alors maintenant, on poursuit. Le pardon à Tiaourou, la réconciliation, la main tendue vers le chef de l'État, avec l'ancien chef d'État, Boni Yayi. Patrice Talon a montré une humilité. Oui, et tout homme est faillible. Et quand vous reconnaissez vos erreurs, il est de bon ton que vous présentez vos excuses, vous demandez le pardon. Et celui que vous avez offensé, celui que vous avez frustré, si vous avez l'humilité, il faut demander pardon à cette personne et demander la réconciliation. Le chef de l'État l'a dit, Patrice Talon et Boni Yayi sont des amis. Et il a eu un temps où ils ne se sont pas entendus. Et ça a cautionné beaucoup de choses dans la République pour les élections de 2019. Boni Yayi avait pardonné Patrice Talon. Aujourd'hui, Patrice Talon demande pardon et demande également pardon aux sages du Borgou, notamment de Tiaourou et de Savet. Savet qui est dans les collines et Tiaourou dans le Borgou. Moi, je pense que c'est normal qu'un chef de l'État qui reconnaît ses erreurs puisse présenter ses excuses, demander pardon. Et je demande à l'ancien chef de l'État peut-être de saisir ce pardon pour qu'on puisse ensemble développer. En fait, on ne peut pas développer ce pays dans la diversion, avec les agressions verbales, avec les menaces. Non.
celui qui est le père de la nation vient vers vous, s'est déplacé vers vous et demande le pardon, moi je pense qu'on peut accepter ce pardon-là. Et c'est un sens grandeur d'humilité. Alors ça, ce n'est pas nous qui posons la question, mais ce que nous avons lu dans l'opinion publique qui parle de la sincérité de ce pardon et de cette main tendue. Ça, ce n'est pas nous, puisqu'on analyse. Qu'est-ce qu'on met dans sincérité? Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on veut mettre dans sincérité? La réconciliation tentée par Alassane Ouattara en présence de Frère Yassine, on a encore les images, n'a pratiquement rien donné. L'autre Bible qui a été entre-temps remise le 6 avril 2016, et on est encore à l'étape de quoi? Réconciliation? C'est ce que je vous tentais de vous expliquer. Quand on prend la Côte d'Ivoire, entre Bédié et Ouattara, qu'est-ce qui a causé le problème? Mais au moins, Ouattara a eu le sens d'inviter Bédié juste après les résultats. Mais Bédié est parti. Mais qu'est-ce que Bédié en a fait? On n'a pas eu les résultats. Vous voulez non, vous avez donné un exemple. De la politique ivoirienne. Après ça, quand on a fini après par ça, le chaos, on a vu. J'ai suivi. Ce n'est pas le même contexte. Justement, c'est parce que vous avez abordé ce cas-là. J'ai suivi. Puisqu'on a vu Yayi, Ouattara, Patrice Talon et Faure Gnassingbé sortis d'une certaine réconciliation. Juste après le. C'est pourquoi je demande aux deux hommes d'État, aux deux, de se comprendre. Vous savez, on ne sait pas ce qui est derrière réellement. Ce qui amène ces deux hommes. Est-ce que c'est seulement les affaires d'État? Si c'est des affaires d'État, moi je pense qu'il n'y a pas de problème parce que le peuple même a déjà accepté la réconciliation. Donc, justement, voir les actes. Il faudrait que Boni Yayi lâche, il faudrait que le président Patrice Talon aussi lâche. D'accord? Mais il y a certaines choses qui me parviennent, moi je me demande. Quand on dit que le président Talon doit acter, qu'est-ce que le président Talon veut acter? On a déjà vu, après les élections législatives, il y a eu la loi sur l'amnistie, où les prisonniers ont été libérés. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il a invité les sages de Savet. Ils ont discuté avec les sages de Savet. Acter, c'est peut-être aller rendre visite, pourquoi pas, à Boni Yayi, c'est pas trop. Il est parti à Tchaourou. On l'a vu un peu avant la présidentielle. Non, mais il est parti à il est parti à Tchaourou rencontrer la population, pas Boni Yayi. Évitons. Je disais tout à l'heure que le chef de l'État, on dirait qu'on ne suit pas trop le compte rendu de la tournée du chef de l'État. Vous savez, quand le chef de l'État va quelque part, il se prononce sur les problèmes de cette localité. Mais dans ce cas de figure, oui, justement, à Tchaourou, vous savez, il n'a pas tenu les mêmes propos que sur les mêmes problèmes. Il n'a pas tenu les mêmes propos à Tchaourou. Oui, justement, mais il n'aborde pas que les problèmes de la localité à chaque descente. Oui. Par exemple, il est parti à Koulikame ou Dogbo, il a parlé parce que vous avez dit qu'il aborde les problèmes de la localité, non pas que ça. La main tendue du chef de l'État, moi, en tant que citoyen béninois, en tant que professionnel des médias, moi, je vois une sincérité là, d'accord? Maintenant, si on veut dire acter, peut-être que les deux hommes d'État, moi, j'invite toujours les deux hommes d'État à se comprendre réellement. La balle est dans le camp de Boni Yayi? Non, des deux camps. Des deux camps. Pourquoi? Peut-être après la tournée, le président de la République peut aller chez Boni Yayi et aller discuter avec son ami frère, tel qu'il aime le dire. Maintenant, s'il ne le fait pas et que le président Boni Yayi voit que cette main tendue là, qu'il ira discuter avec son frère et ami Patrice Talon, qu'est-ce qui gêne les deux? Donc, il faudrait que les deux hommes d'État s'entendent pour le développement de ce pays. Laurent Anthony, qu'est-ce sur la réconciliation? Sur la réconciliation souhaitée par le chef de l'État, c'est vrai, le chef de l'État l'a dit. Qu'il a pardonné et l'État a pardonné. L'État, c'est qui? L'État, c'est lui. Parce que c'est lui qui est le garant de l'État béninois aujourd'hui. Donc, s'il dit qu'il a pardonné, que l'État a pardonné, c'est qu'il a pardonné l'institution qu'est le président de la République a pardonné et que maintenant, il faut que d'abord les populations des localités, des collines, la pardonnent. Après, les casses que nous avons eues au cours des élections de 2019 et autres là. Et maintenant, il demande à ce qu'il y ait une réconciliation entre Yayi Boni et lui. Je crois que, et je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez, les deux hommes sont assez matures pour comprendre qu'en fait, le peuple n'a pas besoin de ça. Il est temps qu'ils essayent de dispenser le peuple d'une telle guéguerre entre eux deux.
Parce qu'en réalité, le plus important, le Béninois lambda a besoin de manger, a besoin de circuler en toute sécurité, a besoin de vaquer à ses occupations de la plus belle des manières. Et quand vous suivez cette déclaration du chef de l'État qui demande la réconciliation et qui demande le pardon, il met en difficulté, en fait, pour moi, Boni Yayi. Boni Yayi qui, au lendemain de sa passation de charge, a dit, d'abord même avant même qu'il ne passe les charges, a dit qu'il sera pasteur et qu'il deviendra homme de Dieu. Et donc un homme de Dieu a l'obligation de pardonner parce qu'en réalité Jésus, malgré tout ce qu'on lui a fait sur la croix, a pardonné. Donc Patrice Talon a trouvé la formule peut-être de mettre Boni Yayi aujourd'hui en difficulté parce que Boni Yayi aurait pu peut-être faire une démarche avant pour mettre Patrice Talon en difficulté, ce qu'il n'a pas fait. Et maintenant, voilà, Patrice Talon qui vient dire qu'il a besoin, qu'il demande pardon. Il a demandé ce pardon où? Chez lui, à Tchaoro. Vous imaginez? Et il demande une réconciliation. Si tant est que Boni Yayi aujourd'hui est un homme de Dieu, pasteur convaincu et étant disciple de Jésus-Christ, je crois que c'est à lui maintenant de saisir la balle au bon et de pardonner, pour accepter une réconciliation et pour permettre au peuple béninois d'être en paix. C'est vrai qu'au-delà des problèmes personnels, surtout politiques que nous avons eu, en l'occurrence la situation de 2019, et après, les FCBE qui ont connu une situation pour devenir un parti bicéphale au point où Boni Yayi a dû quitter pour sauver les meubles, pour se retrouver du côté des démocrates. Je crois qu'aujourd'hui, si Patrice Talon a demandé pardon à Boni Yayi de prendre la balle au bon, de montrer lui sa bonne foi, quitte au peuple d'aviser en son temps si le pardon de Patrice Talon est sincère ou pas. Donc, ce n'est pas ici qu'il faut dire si le pardon est sincère ou pas. C'est à Boni Yayi de montrer en tant que bon homme de Dieu, de prendre la balle au bon, d'accepter ce pardon et de mettre peut-être en difficulté demain Patrice Talon si entre-temps, Patrice Talon, dans ses faits et gestes, on constatait que son pardon, sa demande de pardon ou de réconciliation n'était pas sincère. D'accord. Alors, le chef de l'État qui, quand même, dans sa rigueur, dans sa fermeté, a eu ce courage aussi devant la population de Bante. Et s'est prononcé justement sur le cas de Komikoutié, bien évidemment. Je crois que le chef de l'État, c'est un monsieur qui ne recule devant rien. Mais il a été clair. Et c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Oui, il a été clair. Il ne recule devant rien. Et c'est ça le problème pour l'opposition aujourd'hui sous nos yeux. Et quand vous avez un chef de l'État comme ça, qui est calé et qui sait ce qu'il pense et qui sait là où il va, c'est que quelles qu'en soient les stratégies que vous développez, si vous ne faites pas attention, c'est qu'il peut toujours vous tourner en dérision. Et donc, on a vu, quand le maire de Bante a pris la parole pour demander la libération, qu'on laisse Komikoutié rentrer, mais il n'a pas fondamentalement eu de souci à leur dire clairement quelqu'un, et je suis d'accord, tous ceux qui ont participé à la gestion de ce pays, dans l'un ou l'autre des cas, si en temps il y a malversation, doivent pouvoir répondre. C'est vrai qu'à des moments donnés, on a comme l'impression que cette demande de compte qu'on adresse à ces acteurs politiques qui avaient un temps géré, on a peut-être parfois qu'il y a de la chasse aux sorcières et on a comme l'impression qu'il y a un règlement de compte. C'est l'impression que beaucoup de citoyens ont parfois et c'est aux dirigeants, c'est à la justice de nous clarifier, de permettre de rassurer le peuple pour dire non, au fond, ce n'est pas une chasse politique, ce n'est pas un règlement de compte, mais c'est parce que tel ou tel... Parce que quand vous le faites à un moment donné, que les autres aussi ont des arguments pour démontrer qu'ils ne sont pas dans le faux, c'est ça, en cela que ça fatigue le peuple, et le peuple est dubitatif, se dit, mais alors, qui dit la vérité? Arissi Setti, rapidement, avant de boucler ce dossier. Oui, non, mais moi je ne veux pas trop me prononcer sur ce que le chef de l'État a dit dans la commune de Bante, parce que quand on voit l'homme, Patrice Talon lui-même debout, on sait que c'est un homme de rigueur, de fermeté, c'est un homme qui ne recule pas dans ses pensées. Quand il constate que ses pensées sont positives, il ne recule pas. Il a été clair devant les sages, les notables, les autorités politico-administratives, les forces vives de la commune de Bante, que pour Komikoutié, ce n'est pas quelque chose de pardon. Si vous vous exercez, vous devez rendre compte, tel qu'il le fait d'ailleurs. Voilà. Donc, si les gens veulent que Komikoutié rentre, il faudrait qu'il vienne répondre. J'aime bien une expression du chef de l'État où il disait que si des gens volent de moutons, on les envoie en prison, des gens volent
en fait, il n'y a pas deux citoyens dans la même République. Non, mais justement, si on peut juger tout le monde. Sur la question, je pense que ce dossier est clos. Sur la question qu'on a ici, je pense qu'au-delà de ce que moi j'estime que si entre-temps Kwame Kuti était suffisamment coupable, qu'il réponde, mais j'estime qu'il y en a qu'on voit autour du chef de l'État. Mais Laurent, on ne peut pas attendez, tout... attendez. On ne peut pas. En fait, on a déjà écouté trop... Attendez. Je suis formel là-dessus. J'estime que si des gens ont géré et qu'on leur trouve à dire, sur leur gestion et qu'ils doivent répondre, il y en a que nous sommes, vous et moi, vous savez, au fond de vous, que dans bien des dossiers, des gens, même s'ils ne sont pas coupables, qu'on peut traiter de présumés coupables. Y a-t-il deux poids, deux mesures? Donc, qui en fait aussi doivent aussi répondre. Je sais, si le chef tient à sa rigueur, je crois que si on finit la tournée et qu'il était réélu en 2021, il faut que finalement, il débarrasse la politique béninoise. Non, de toute façon, on a un délai. Que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance, tous ceux qui à un moment donné ont géré à un moment donné et qui ont les mains trempées, qui se débarrassent pour qu'on voit clair, pour reprendre le nouveau débat dont on parle de façon concrète. Moi, je vous dis tout simplement que je me demande si nous sommes dans la même République, parce que on ne va pas me dire que c'est seulement les opposants qui sont en prison. Il y a des mouvanciers. S'il vous plaît, je n'ai pas dit ça. Il y a des cas précis, s'il vous plaît, il y a de gros dossiers. Mais écoutez, par exemple, le dossier de l'Assemblée nationale, ils ont relancé ça à l'hémicycle. Il y a des audits qui sont lancés. Mais attendez que les gens finissent ces travaux d'abord. S'il vous plaît. Il y a une nouvelle constitution qui est en cours, qui a été lancée. Le dossier l'ancien Maria Guetta, par exemple. Nous sommes dans une république. C'est ça qu'il faut voir. Nous ne sommes pas dans un marché, nous sommes dans une république. Et la république, il y a des procédures. Le dossier, on ne peut pas comparer le dossier FNM, Fonds national de microfinance, au dossier de l'Assemblée nationale. Ah bon, pourquoi? S'il vous plaît, c'est deux dossiers différents. Et il y a des dossiers qui sont lourds. L'Assemblée nationale, c'est le nettoyage commence par l'entourage même. Maintenant, ne me demandez pas. Cela ne donnerait pas. Donc en 4 ans, on n'a pas fini de faire le nettoyage commençait même par l'intérieur même. Donc en 4 ans, on n'a pas fini de faire l'audit. Non, vous estimez que c'est tout comme si vous voulez qu'on précipite tous les dossiers. Non, c'est comme l'impression que pour vous, c'est qu'en 4 ans déjà là, on n'a pas réussi à trouver clairement ce qui s'est passé au niveau de ce dossier. Alors qu'à l'Assemblée nationale, déjà, on s'active déjà pour construire un nouveau siège. En 5 ans, en 6 ans, en 5 ans, pourquoi vous voulez que ce que les autres n'ont pas pu faire en 6 ans, par exemple, vous voulez que d'autres régimes viennent précipiter? C'est un grand dossier, c'est ce que je vous explique. Le dossier de l'Assemblée nationale, c'est pas un dossier. Ce qui me réjouit, ce qui me réjouit. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on Ce qui me réjouit quand il le dit, il sourit. Il sait bien au fond de lui qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. Non. Laurent Tonnikès, il faudrait qu'on soit clair parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des jeunes qui nous suivent, il y a des intellectuels qui nous suivent. Le dossier de l'Assemblée nationale tel que vous le voyez, ça implique beaucoup de personnes. Et moi, j'ai demandé par exemple à un magistrat pourquoi on ne fait pas sortir ce dossier. Et il m'a dit, c'est une confidence, ce n'est pas un dossier classé. Attendons pour voir la suite. Moi, je voudrais plus qu'on vienne, par exemple, dire que c'est seulement la chasse aux sorcières et autres. Si vous voulez, si vous êtes mouvancier ou si vous êtes opposant et que vous gérez la chose publique, il faut savoir que vous devez rendre compte et faire de façon parfaite ce qu'on vous demande. C'est tout. Alors, merci Aristide pour ces analyses. Merci Laurent aussi. On va continuer. On a encore quelques minutes. La rencontre à Ivo Rondeté, quel espoir pour l'opposition? Est-ce qu'on va maintenant vers une certaine cohésion retrouvée au sein de l'opposition? Laurent Tonnikès. Quel signal cela renvoie? Oui, cohésion au sein de l'opposition. On attend de voir si c'est la cohésion qui ne commence pas à prendre corps. Toujours est-il qu'on a vu à Ivor Paul Roupet dire dans ce pays il y a quelques semaines qu'il y a quelqu'un qui se promène seul et qui veut être président de la République. Et à Ivor qui se rend maintenant aussi chez les démocrates et pour échanger avec eux sur les questions d'enjeu national. Je crois que c'est un début. On ne souhaite pas que ça. En fait, on a vu quand l'opposition va en rang dispersé ce que ça donne.
En Côte d'Ivoire, on a vu. Au Burkina Faso, dimanche dernier, on a vu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Les démocrates qui n'ont peut-être pas encore désigné un candidat. Les démocrates qui n'ont même pas encore... Il y a des ambitions. Non, les démocrates qui n'ont même pas encore... Les démocrates qui n'ont même pas encore d'existence légale parce qu'ils n'ont pas encore reçu le fameux sésame du ministère de l'Intérieur. Mais de toute façon... C'est une promesse du chef de l'État. C'est une promesse du chef de l'État. Mais donc, à ce niveau, si le professeur Joël Aïva va les rencontrer et qu'ils essaient d'échanger sur des questions d'enjeu national, j'estime qu'on attend de voir si, au-delà de ça, les uns les autres pourront taire leur ego personnel et s'entendre pour peut-être trouver un candidat de consensus ou mettre en place une coalition. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que tous ceux qui défendent de la mouvance s'entendent pour aller en rang serré et qu'au niveau de l'opposition, que les gens essayent de dépasser leur ego parce que ce qui se passe souvent, c'est les intérêts personnels. Et comme je le dis souvent, vous regardez si nous avons 10 opposants au Bénin aujourd'hui. 10 opposants, je vous dis, c'est un échantillon de 10 que je prends. Et il y a 7. Et ça, je pèse mes mots et ça n'engage que moi. Les 7, soit on leur a sucré le biberon, ou soit ils ont un problème personnel avec Patrice Talon. À peine 3 défendent un idéal. Si vous regardez bien leur prise de position et que vous savez comment fonctionne la politique béninoise, que vous regardez un peu dans les faits et gestes de chacun d'eux, vous comprendrez que parmi eux, il y en a qui défendent leur intérêt personnel, il y en a qui ont des problèmes personnels avec l'homme Patrice Talon debout. Et donc, au-delà de tout, dès que leur problème personnel avec Patrice Talon sera réglé, ne soyez pas surpris que demain, ils changent de veste. Dès qu'on leur donnera ce qu'ils veulent, ne soyez pas surpris qu'ils changent. Donc, il y a tout ce fait. Donc, est-ce qu'à un moment donné, après cette rencontre, ils ont annoncé plusieurs rencontres d'ailleurs, est-ce qu'ils réussiront à fédérer les énergies pour aller ensemble? On a vu Candidat Zanali qui a commencé à prendre la parole pour aller prendre de contre-pied par moment de l'autre camp des résistants. Est-ce qu'au finish, ils pourront s'entendre pour finalement taire les guerres personnelles, les intérêts personnels pour aller ensemble? On attend de voir. Oui, c'est ce qu'on demande à l'opposition dans tout pays. Et on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu au Burkina Faso, même au Niger avec l'opposition nigérienne. C'est ça qu'on demande au Bénin, que les opposants s'entendent et affronter le pouvoir en place. C'est la normale des choses. Mais ce que moi je dis, ce sont les conclusions de cette rencontre où ils veulent. Ça, je le dis, je l'ai dit sur ce plateau quand on allait aux élections communales. Il faut voir là où on a échoué. Dieu merci, les démocrates ont trouvé l'opportunité ou la sagesse d'aller au ministère de l'Intérieur. Je voudrais inviter encore les opposants à vite demander, à commencer par échanger avec les députés, mais trouver leur parrain. Ça, je le dis maintenant, il ne faudrait pas qu'au moment opportun, vous êtes dans s'il vous plaît, il ne faudrait pas parce qu'à la sortie de cette conclusion, à la sortie de cette rencontre, on a entendu encore qu'on parle de parrainage qui est un moyen d'exclusion. Ils vont chanter tout le moment moyen d'exclusion, jusqu'à ce qu'ils perdent le temps et après on va se retrouver encore aux élections présidentielles avec la mouvance seule. Le chef de l'État a été clair. Le ministre de la Communication est venu sur plusieurs chaînes à expliquer le parrainage n'est pas un verrou. S'il vous plaît, connaissez haïtien. Le ministre de la Communication, même j'ai suivi l'opposant Alassane Djemba de FCBE, vous n'êtes pas sans savoir, c'est un parti de l'opposition qui vient à la télévision, qui dit que lui, il est d'accord qu'ils vont chercher des parrains et ce n'est pas parce que le parrain est de la mouvance et qu'il parraine l'opposition qu'il va voter pour l'opposition. Mais ouais, le problème, il faudrait que s'ils ne peuvent pas s'entendre sur le parrainage, ils n'ont qu'à aller tchatcher les gens pour trouver le parrainage. Ça répond à quel sens et à quelle éthique en politique si je parraine un candidat et que sur le terrain je soutiens le candidat? Ça reste quand même un débat aujourd'hui. Oui, moi, je ne sais pas ce qui gêne. Ce qui est sûr, non, c'est moi personnellement, je ne sais pas ce qui gêne. Vous n'avez pas eu la chance d'aller aux élections. Vous n'avez pas rempli, l'opposition n'a pas rempli les critères pour aller aux élections législatives. L'opposition n'a pas trouvé les moyens qu'il faut pour pouvoir véritablement... Quand je parle des moyens, c'est les moyens internes. Elle s'exclut alors? Oui, pardonnez? Elle s'exclut maintenant. Mais non, s'ils n'ont pas rempli les critères établis par la République pour aller aux élections, vous voulez quoi? Maintenant, ce que je dis, les FCBE ont seulement 6 parrains aujourd'hui. Ils avaient 7 parrains.
mais ils n'ont pas pu trouver les militants. Ils n'ont pas pu, ils ont laissé encore une mairie entre eux parce qu'ils sont désorganisés. Ils ont laissé encore la mairie principale de l'opposition. Ils ont laissé. Mais si vous n'avez pas aujourd'hui et que le chef de l'État, vous êtes en train de crier sur tous les toits que c'est seulement la mouvance qui a les parrains. La mouvance dit maintenant, je vous donne les parrains. Que les parrains aillent parrainer. Non. Au-delà de cette question, il faudrait que l'opposition. J'estime. Vous savez, quand je suis la logique de Aristide Setigny, je comprends. Et je me dis, mais il ne dit pas mieux les choses que ceux qui sont au pouvoir et qui disent les choses comme ils le pensent. Attendez. Ils ont dit clairement que l'opposition peut avoir les parrainages. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que l'opposition veut. Attendez, pas toute l'opposition. Mais ils veulent quoi? Mais attendez, on ne peut pas changer les pièces, non? Maintenant, c'est ce que la République dit. Vous faites bien de demander si c'est normal, ça répond à quelle éthique quand quelqu'un peut aller parrainer, mais sur le terrain peut ne pas faire campagne pour le candidat. Ça répond à quelle éthique. Mais de toute façon, moi, j'estime que... Attendez. Ce que moi, je dis, c'est simple. Je dis aujourd'hui, et c'est pourquoi je parle surtout de l'opposition sous nos cieux. Vous dites que le monsieur qui est là ne gère pas bien. Le monsieur cherche les moyens de vous contourner et peut-être quelqu'un en face de lui a les parrainages nécessaires. Si tant est que ce n'est pas vous, votre problème personnel, qui fait que vous êtes son opposant et que c'est l'intérêt général que vous défendez, je crois que les opposants, pour une fois, doivent montrer l'exemple en s'alignant derrière alors celui-là qui sera face à Boni et Patrice Talon. C'est de ça qu'il est question. Et je sais que c'est là que Patrice Talon, une fois encore, aura raison d'eux. Parce que si tant est que vous ne voulez pas de Patrice Talon, vous devez pouvoir alors soutenir n'importe qui est face à Patrice Talon pour pouvoir espérer gagner les élections. Mais puisque, au sein de l'opposition, chacun défend ses intérêts, j'attends de voir s'ils pourront utiliser la stratégie mise en place par le gouvernement pour aller à bout du gouvernement. Alors, merci Laurent. Et puis, rapidement, quelques minutes encore, le cas au Burkina Faso, l'opposition a-t-elle contribué au chaos de Kaboré à Aristide Setigny? Tout à fait. L'opposition, c'est l'opposition même qui a fait campagne à Kaboré, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Regardez le nombre de candidats de l'opposition face à un seul candidat de la mouvance présidentielle. C'est ce que je dis. Et si vous entendez les propos, je ne sais pas pourquoi ils ont même demandé à leur mandant de se retirer de la CENI. Mais c'est donner encore le plein pouvoir à la mouvance burkinabé de faire ce qu'elle veut. Moi, je dis une chose. Quand vous êtes un parti de l'opposition et qu'on vous donne l'opportunité de contrôler tout le processus électoral, il faut profiter. Merci. Mais là, les échéances, les gens n'ont pas fini l'élection. J'ai suivi de bout en bout sur les différentes chaînes du Faso. Mais les gens n'ont même pas fini de décompter quand ils ont commencé par crier. Et les tests du Burkina Faso, en ce qui concerne l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, donnent une proportion en réalité quand le nombre de bureaux de vote ouverts dépasse le nombre du bureau de vote, il y a problème, mais ça passe. Quand ils sont 15 au niveau de la CENI, 15 commissaires, vous n'avez que 5, et vous demandez aux 5 de se retirer. Mais il y a un test qui dit, quand les 5 se retirent, le président de la CENI réunit les autres en plénière, et puis ils décident. Ils ont décidé, ils ont donné les résultats. Vous avez eu 50 et quelques %. Mais n'oubliez pas qu'il y a le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle du Burkina Faso, la constitution de ce conseil-là. Alors, moi, je voudrais demander qu'ils ont contribué à 90% à l'élection de Christian Roch Kaboré, qui est désormais leur président. Vous avez suivi son discours. Il est désormais le président de tous les citoyens du Burkina Faso. Voilà. Discours de formalité, comme d'habitude. Oui, je crois que c'est vrai qu'en partie l'opposition du Burkina Faso a favorisé cette réélection du président sortant, parce qu'en réalité, quand on regarde le bilan du chef de l'État en exercice, Roch Marc Christian Kaboré, le taux le PIB est resté stable depuis 2018, même en 2021, c'est projeté à 6,1%. Et quand on regarde les acteurs d'opposition en cours, je l'ai dit,
il y a qu'au sein de l'opposition, même si le 18 août passé, ils ont signé ensemble, le 18 août passé, ils ont signé ensemble un accord politique pour dire que celui qui sera au second tour face au président sortant sera soutenu par toute l'opposition. Au sein de cette opposition, il y avait des guerres internes. Edi Komboigo, qui est le candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, qui voulait ravir la vedette du chef de file de l'opposition à Zéphirine Diabré, qui était chef du file de l'opposition, qui était deuxième en 2015. Alors, au sein d'eux, déjà, ils se combattaient. Et donc, quand on voit, et puis les sondages qu'on a vus déjà, c'est que, à partir de ce sondage, on constatait que, avec le taux de participation qui est d'ailleurs même de 50,79%, c'est que le président sortant était déjà en avance avec 57% d'intention de vote. Et qu'est-ce qu'on voit au terme des élections? On constate que réellement, il a eu 57% de taux d'intention de vote, il a eu 57,87%. Et qu'est-ce qui se passe? Zéphirine Diabré, qui était le chef de file de l'opposition, a été battu par Edi Komboigo, qui s'en sort avec 15,48% et qui normalement devient maintenant le chef de file de l'opposition, ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qui a pu contribuer à ça? Encore, c'est que si les opposants arrivaient à faire une coalition et ne pensaient pas au second tour, c'est qu'il y avait possibilité que les populations sortent pour les suivre. Mais une fois qu'un citoyen a une multitude de choix, il est dubitatif, il fait preuve d'abstention. Et c'est ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire également. On a vu qu'à un moment donné, quand les opposants ont demandé aux citoyens de faire désobéissance civile, certains ne sont pas allés chercher les cartes d'électeurs. On a eu 41% des électeurs qui sont allés chercher les cartes d'électeurs. Et puis après, pour le taux de participation, on nous a dit que c'est 53,90%, fort bizarrement. 41% qui allaient chercher les électeurs, mais après on dit que c'est 53,90% de taux de participation. Donc de la même manière, au Burkina Faso, les opposants ont adopté la même stratégie. Au lieu de s'entendre d'aller en coalition face au président sortant, sont restés là à se tirer les flèches entre les pattes et puis à ne pas se dire la vérité. Et les populations, face à la menace djihadiste, étaient découragés, ne voulaient pas aller aux élections parce qu'ils se disaient, parce que n'oubliez pas qu'au cours des campagnes, il y a un député qui a été pris pour cible le 8 novembre, et puis son chauffeur a été tué. N'oubliez pas que des soldats ont été tués au cours de la campagne. Donc, ce contexte a fait que beaucoup de Burkinabés ne sont pas allés voter. Mais puisque le chef de l'État qui est en exercice a toujours des soutiens, les soutiens sont toujours prêts à aller voter. C'est la même chose que vous allez voir au Bénin, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le chef de l'État sont prêts à aller voter en 2021, mais ceux qui soutiennent peut-être l'opposition étant partagés entre les choix, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de discours à la fois ne vont pas voter. Au finish, celui qui est là peut gagner par KO. Donc l'opposition a contribué en partie à cette réaction. Oui, en partie, largement d'ailleurs à cette élection. Ils auraient pu s'organiser autrement. C'est le constat dans la sous-région ouest-africaine. Oui, c'est aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Vous allez en Guinée. En Guinée, c'est la même chose. Les opposants ont dit qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Et ça risque de venir au Bénin parce que, il y a le camp, l'USL, qui ne veut pas avoir son récépissé, qui ne veut pas se conformer. Qui ne veut pas avoir son récépissé. Mais écoutez, on vous dit de faire ci, de faire ça pour avoir le récépissé. Vous ne remplissez pas, vous ne voulez pas respecter ce qu'on dit. Mais comment vous pouvez avoir le récépissé? Moi, c'est ce que je me demande. Et parfois, on me demande, moi, je parle sur la base des tests. Nous sommes dans une république. En fait, si les gens ne savent pas ce qu'on appelle république, qu'ils aillent demander ce qu'on appelle république. Nous sommes dans une république où les tests doivent être respectés. On dit, voici le canevas, ce que vous devez faire. C'est ce qu'on a demandé aux démocrates. Les démocrates ont corrigé plusieurs fois. En 2019, quand la Cour avait introduit le récépissé, quand on prend par exemple, dans les tests. Quand on prend par exemple l'UDBN, vous savez combien de fois ils ont rejeté le dossier de l'UDBN? Mais celle qui a la tête, la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudentieux, ne s'est pas découragée. Donc ce n'est pas qu'aux opposants qu'on demande ces critères. L'UDBN est un parti politique de la mouvance. Maintenant, on a fait savoir, en fait, l'UDBN a subi le même sort en réalité. Mais la dame, la présidente, les militants ne sont pas découragés. Après, ils ont eu le récépissé. Le PRD a subi également cela. C'est pour dire, si l'USL veut avoir son récépissé, l'USL doit rentrer dans la danse. Aujourd'hui, on a candidat à Zanaï, restaurer l'espoir. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu le récépissé définitif, mais ils ont eu le récépissé provisoire, on a vu sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi restaurer l'espoir ne peut pas s'entendre avec les démocrates, les FCBE, pour que ces forces-là restent ensemble pour pouvoir affronter le chef de l'État. Mais quand ils seront dans une diversité de pensées et ne voient que le mal partout, mais ils vont voir
Le président de la République fait KO, après ils vont commencer par crier sur tous les toits. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Valentin Dianotin, qui est un opposant et qui dit déjà, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, que les démocrates, le candidat des démocrates sera suscité par le pouvoir en place. Vous voulez que les démocrates, par exemple, et ceux-là, s'entendent pour aller où? C'est juste pour dire, quand l'opposition ne se discipline pas, ils auront un chaos et ils vont boire. Je crois que la déclaration... Je ne vous laisse pas programmer un chaos sur ce plateau. C'est l'analyse que je fais. Je crois que l'analyse de Dianotin, il faut le prendre sous un autre angle. Non, moi, j'ai pas ça sous mon angle. Parce qu'en réalité, ce que Dianotin a dit, c'est ce qui s'est passé avec les forces émergents qui finalement sont devenus bicéphales. Merci Laurent Tony Kess, merci Aristide Setim. Voilà, le forum de la rédaction. Stop est fin. Merci. Vous avez certainement votre opinion également de ces sujets. Ce n'est que des analyses des confrères de la rédaction. On vous retrouve le week-end prochain, le vendredi prochain. Au revoir.